Bienvenue au Polysécure, épisode spécial. Je suis avec Ingrid. Bonjour. En pleine Savoie dans la nature. Et pour les Québécois qui nous écoutent, c'est le printemps, c'est magnifique. On va probablement entendre justement des oiseaux à chanter en arrière-plan, ce qui rend ça encore beaucoup plus merveilleux comme situation. On a décidé d'aborder le sujet d'accepter l'erreur en cyber comme étant quelque chose de non grave, disons, et qu'on doit cadrer dans l'ensemble de ce que c'est fait. Je vais te laisser amorcer là-dessus parce que c'est un peu ton idée. Oui, alors en fait, c'était lors d'un de nos échanges où on abordait les distinctions entre la sécurité et la sûreté. Et en fait, moi, une des choses qui à chaque fois me déprime un petit peu dans les organisations en matière de cybersécurité, c'est tous les salariés qui n'osent pas remonter un incident ou quelque chose qui va les perturber, mais dans le doute, ils préfèrent se taire parce qu'ils ont peur de la sanction. L'autre jour, j'avais un témoignage d'une entreprise où il y a eu un incident. La personne a eu un bon réflexe parce qu'à partir du moment où le message d'erreur, elle utilisait son ordinateur, elle se connectait à une plateforme informatique d'un partenaire et d'un seul coup, un message s'ouvre en lui disant qu'il y avait un souci et qu'il fallait qu'elle contacte un numéro téléphonique pour rétablir la situation. Et le numéro téléphonique, donc elle appelle et la personne lui dit oui, en effet, il y a dû se produire un incident. Veuillez me donner la main sur votre ordinateur. Et elle, tout de suite, attendez, j'appelle mon service informatique. Donc certes, en premier réflexe, elle n'a pas appelé son informaticien, mais quand quelqu'un a voulu prendre la main sur son PC, elle a appelé l'informaticien qui a dit « Oh là, non, mais nous, on n'a pas ce type de contrat ou de choses. Non, attendez, j'arrive. » Et de toute façon, la personne, elle n'a pas voulu laisser la main. Et finalement, elle n'a jamais eu de nouvelles et voilà. Et quand l'informaticien a dit « Tant qu'à faire, je vais faire le tour des PC du service », il s'est rendu compte qu'il y avait des PC qui avaient des virus et qui avaient des petits problèmes, mais que le personnel n'avait pas remonté les informations. Donc, c'est là que quand on dit, c'est vrai que si les personnes ne nous parlent pas, comment on peut améliorer les choses? Comment on peut faire progresser? Comment je peux envoyer un message d'alerte en disant, attention, il se passe des choses de l'extérieur, des gens essayent de rentrer dans notre système d'information. Je ne peux pas lancer toutes les alertes nécessaires auprès de mes collaborateurs. Et c'est là où, à un moment donné, je me suis dit, peut-être que pour débloquer la parole de mes salariés, peut-être qu'il faudrait un petit peu enlever cette peur de la sanction. Je suis désolée, j'ai un tracteur. Oui, il y a nature chez vous. De toute façon, on a aussi entendu un auto de police passer. Donc, mais c'est la beauté d'être dans. De toute façon, moi, je vois le paysage sur qualité, c'est magnifique. De toute façon, je suis un peu beaucoup envieux de ça, là, mais on va vivre avec les imprévus que ça comporte. Tu mentionnais justement le fait d'accepter l'erreur des erreurs de bonne foi des employés, puis de déclarer aussi que c'est ce genre de choses-là, parce que puis pour le nombre d'années que j'ai travaillé en TI et en sécurité, ce manque-là de vouloir accepter l'erreur qui a été posée de l'utilisateur par peur de représailles de l'organisation ou de sanctions, c'est très mal parce que on doit, à mon avis, l'organisation être un bienveillant et d'amener ses employés, ses salariés à progresser, à améliorer leur position. Donc, c'est pas par la punition, mais vraiment par l'accompagnement. Je crois qu'on va y arriver. Et justement, tu me posais la question de la différence entre une faute et une erreur. Donc là aussi, je vais te partager un incident qui a eu lieu. Et pour moi, cet incident relève de l'erreur, alors que le chef de service aurait voulu que ce soit une faute. Mais pourquoi finalement c'est pas une faute? Et ça pose bien en fait la problématique de la cybersécurité dans les organisations, cette distinction, parce qu'en fait c'est une secrétaire dans un service, dans un hôpital. Et donc, c'était un centre hospitalier universitaire et cette secrétaire avait accès au dossier de recherche
dans le service. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un médecin qui avait quitté l'unité de cet hôpital et qui était parti dans un autre établissement, la contacte et lui dit « Est-ce que tu pourrais me mettre sur clé USB des documents sur tel dossier parce que moi, j'ai oublié de les prendre en partant. » Et il l'invite à déjeuner pour la remercier. Et donc, elle a bien mis tous les dossiers et tous les éléments sur la clé USB qu'il lui a remis. Et puis, elle a bien eu son déjeuner, elle a passé un bon moment. Sauf que quelques semaines plus tard, quand un article est sorti dans les publications scientifiques en reprenant les résultats de son service, autant dire que d'où vient la fuite. Et ils ont vite compris que la fuite venait d'elle et qu'elle avait mis des éléments sur un dossier. Sauf qu'en recherche, c'est toujours embêtant quand quelqu'un sort vos travaux et que c'est pas vous qui les sortez. Et quelqu'un qui s'approprie tous vos travaux de recherche et tout ce que vous avez investi, en fait. Donc, lui, il était fou furieux et il me remonte ça et il me dit, mais j'ai rien pu faire contre elle. Ben non, parce qu'elle, elle a bien commis une erreur, mais elle n'avait pas commis de faute. Pourquoi? Parce que finalement, moi, je lui dis, mais votre politique de sécurité des systèmes d'information aurait dû lui bloquer l'accès à ce dossier de recherche puisqu'elle était secrétaire médicale et elle s'occupait des consultations et des patients. Et en aucun cas, dans ses missions, elle s'occupait du secrétariat de la partie recherche de l'unité. Donc, pourquoi elle devait accéder à ce dossier? Non, c'est du sensible, c'est de la recherche. Ne peuvent y accéder que les personnes qui ont le droit d'en connaître et qui sont dans le programme de recherche. Donc déjà, pour moi, il y avait une problématique dans la gestion des accès sur les dossiers numérisés. Ensuite, je lui dis, comment a-t-elle été formée? Et là, je lui dis, bah ouais, mais elle a été formée que par rapport à la menace du hacker. Mais il n'a pas hacké, il l'a manipulée. Donc, elle a fait l'objet d'une manipulation par quelqu'un qui est venu, qui l'a flattée, qui a été gentil, qui l'a invitée à déjeuner. Elle a eu de la reconnaissance. Peut-être qu'elle en manquait. Souvent, dans les hôpitaux, les secrétaires, c'est pas les postes où il y a le plus de reconnaissance. Donc là, voilà, on les invite à s'interroger sur le mode de management. On les invite à s'interroger sur le contenu des formations qui sont dispensées. Encore un problème d'organisation. On les invite à s'interroger sur la gestion des accès aux fichiers. Encore un problème de process et d'organisation. Et donc, à un moment donné, les fautes, elles existent. Je suis d'accord avec vous. Mais elles sont organisationnelles. Qui a la responsabilité dans son poste du contenu des formations qui vont être diffusées? Qui est responsable de la politique de gestion des accès et qui doit gérer les accès aux dossiers informatisés? Qui est responsable du management au sein du service? Donc, c'est la faute de 3 personnes qui avaient pu être identifiées, mais en aucun cas, c'est la faute de votre salarié qui, elle, a commis une erreur. Bon, après, ce qui a été la cerise sur le gâteau pour lui et qui l'a dégoûté, c'est que les syndicats ont obtenu qu'elle soit changée de service pour prévenir les risques psychosociaux liés au comportement de ses collègues qui étaient en colère et qui lui faisaient des remarques désagréables. Et il me dit, et en plus, c'est elle la victime. Et oui, parce que l'erreur est humaine. Par contre, la faute est organisationnelle. Et donc, voilà. C'est très intéressant comme nuance. Puis, oui, un des problèmes, c'est les zones de déflagration des problèmes. Si les gens ont trop d'accès par rapport à ce qu'ils ont vraiment besoin, on amène justement cette situation-là qui est malheureuse pour la personne. Là. Puis moi, oui, je constate que c'était une victime parce qu'elle s'est faite rouler. Oui. Puis, tu sais, c'est humain. Là, même les grands experts en sécurité se font rouler par des choses comme ça. Puis en plus, c'est pire, les grands experts se font rouler plus facilement que les petits experts en sécurité, en cybersécurité, parce que sont tellement convaincus d'être meilleurs que tout le monde qu'ils vont tomber dans des pièges très simples. C'est-à-dire que plus c'est gros, plus ça passe. Donc en fait, des fois, sur la manipulation ou sur ce qui va être tenté, sur un malentendu, ça peut passer. Bah ouais, sur un malentendu, c'est bien passé. Et en tout cas, sur le coup, on n'a rien senti, mais après, on l'a bien senti. Ouais. Merci du cadeau. C'est des choses qui arrivent et que
là aussi, on se rend compte que c'était des choses, oui, mais j'ai bien le temps plus tard. Et on voit que des fois, les modules de formation, une fois qu'ils sont faits, on les change plus, ils évoluent plus. Or, la menace évolue en permanence. Et en même temps, comme je dis, il faut pas oublier que l'atteinte aux données, c'est pas que le hacker, c'est aussi la fuite d'informations. Et là, je trouve qu'on est très mal accompagné et sensibilisé sur les fuites d'informations et en fait notre erreur justement, où on n'a pas des fois conscience que ce qu'on gère, c'est de l'information sensible. Elle est et on n'a pas conscience en fait de ce degré de sensibilité. Puis à un moment donné, on diffuse un truc tout bête, là encore sur les problèmes de droit d'accès, où des fois pour moi c'est un vrai problème, c'est au niveau des logiciels quand on doit donner les droits d'accès et qu'on va demander différents types de profils d'utilisateurs. Donc en santé, c'est des choses qu'on utilise beaucoup parce que entre le secret médical est un secret partagé, c'est un sujet qu'on avait abordé l'an dernier, mais pas partagé de la même manière avec tous les intervenants en santé. Donc, on a quand même conscience en santé qu'il y a l'information qui est partagée entre les médecins, il y a celle que je partage avec les infirmiers, et puis ainsi de suite. Et puis, il y a ce que je partage avec le pharmacien, ce que je partage... Enfin, voilà, il y a différents niveaux, et donc, finalement, les accès aux dossiers patients ne sont pas tous les mêmes. Et quand je demande, par exemple, sur un logiciel RH, dans une entreprise en disant tiens, c'est bien de donner un droit d'accès au chef de service, mais le chef de service, en même temps, c'est lui, il supervise. C'est pas lui qui est le manager de l'équipe. Donc le chef de service, lui, en supervision, à la limite qu'il ait une lecture globale de tout le monde, tant mieux. Par contre, le chef de service, il faudrait qu'il puisse lui, modifier les personnes de son équipe et apporter les modifications parce que le salarié, quand il veut modifier une donnée pour avoir des données qui sont réelles et qui soient mises à jour, lui, il va voir son chef de service. Il va pas voir 15 personnes. Sinon, il fait pas la mise à jour de ces données. Parce que plus je crée de la contrainte et moins il fera. Donc, son chef de service, son manager de proximité, c'est lui qui a l'information. Et ben, résultat des courses, quand moi je commence à dire, mais il faut des droits spécifiques, donc il me faut un profil utilisateur, manager de proximité, il me faut celui du chef de service qui doit valider les congés, donc il doit vérifier que tout le monde est bien, que voilà, que le service va tourner, donc il faut qu'il ait une vue d'ensemble. Donc lui, il faut qu'il ait des droits, mais lui, il va rien modifier, donc ça sert à rien. Lui, il faut qu'il ait un droit de lecture et pas de modification. Enfin bref, toutes ces subtilités. Là, d'un seul coup, on me dit « Ah ouais, non, mais c'est trop complexe, on va pas se faire chier à créer plein de profils. » Alors, le problème, c'est que soit je leur donne pas de droit et ils vont me créer un fichier Excel qui, lui, va mettre à jour, mais mon logiciel, il va pas être à jour. Donc, merci. En plus, ce fichier Excel, il va être transféré à plein de personnes pour dire « Tiens, démerde-toi et prends ce dont tu as besoin pour mettre à jour. » Donc, je vais avoir du transféréat avec plein d'informations qui doivent pas être, enfin voilà, qui n'ont pas été minimisées, qui n'ont pas été nettoyées. Et là, c'est là qu'en fait, c'est là que les emmerdes arrivent et qu'on va me dire ah, il y a un incident. Bah ouais, il y a un incident, mais vous êtes gentils les gars, mais vous m'avez fait quoi là? C'est votre organisation. Et puis juste si au départ on avait fourni des droits d'accès suivant les profils utilisateurs, bah peut-être que le fichier il serait à jour. Mon logiciel, que peut-être après pour le pilotage au niveau du comité de direction, ils auraient un bon fichier avec les bonnes données. Et là, c'est un peu n'importe quoi. Donc, j'ai pas de données à jour. J'ai du logiciel avec des données qui ont peut-être pas été révisées. J'ai des fichiers Excel qui circulent partout. Mais en attendant, qu'est-ce que vous avez proposé? Et alors qu'il y avait juste une chose très simple, c'était la multiplication des profils utilisateurs, mais que derrière, on me dit non, c'est trop complexe à mettre en place. Ouais, oui, l'information, la vulnérabilité. L'information se propage énormément, puis c'est là où ça devient dangereux. Tu le mentionnes justement, où la multiplication des pains fait que et des Excel
est un énorme problème. Puis ça, parce que c'est l'ineptie des logiciels ou des systèmes à répondre aux besoins des gens. Là, on parlait des droits d'accès, mais puis les droits d'accès m'a fait passer aussi. Plus les gens vont monter en gestion, plus ils ont l'impression que de façon honorifique, ils doivent avoir des accès au système. Quand dans le fond, ça devrait être tout à fait le contraire. Plus on accède à des postes de gestion élevés, moins on devrait avoir accès au système parce qu'on n'a plus d'affaires à être là. C'est plus notre rôle, Puis on devient une cible d'autant plus intéressante pour les malveillants, qu'ils soient par manipulation, comme l'exemple que tu mentionnais avec la secrétaire, ou par attaque directe, par vol de usager mot de passe. Donc, non, on est dans une autre zone. Puis en plus, ces gens-là ont un millier d'Excel qui traînent et qui ne sont jamais effacés non plus. Oui. Ah ben non, parce que des fois que ça serve un jour, mais la stratégie des fois que ça serve un jour, il y en a beaucoup qui l'utilisent, parce que c'est pareil. Et en plus, ce qui est con, c'est que sur nos serveurs, il y a une redondance de données qui coûte cher en maintenance et qui en plus fait juste ramer les systèmes d'information. Donc à un moment donné, les gars, voilà, parce que la maintenance, il faut sécuriser aussi toutes ces données. Et on est là, on fait, vous pourriez libérer de la place, mais si on avait un logiciel qui fonctionnait correctement. Oui, ben les deux choses. Puis déjà, ça coûte déjà ça prend de l'espace, ça c'est une chose, mais c'est ça, il faut faire l'effort de sécuriser. Après, comme ça nous plaît moins, de sécuriser cette masse qui ne cesse que de grandir dans un environnement non contrôlé. Ça finit de toute façon par des désastres annoncés. Là. On finit par les cas classiques dans la sécurité physique où des imprimés se retrouvent aux poubelles et les gens sur le bord de la rue vont ramasser des documents très confidentiels. Il y a eu des comptes bancaires qui ont été récupérés comme ça parce que la banque n'a pas jugé bon de déchiqueter avant. Mais parce que ça savait pas. Puis on est dans le monde physique. Là, on voit que nos yeux, on touche le papier, puis les gens ne sont pas sensibilisés à ça. Fait qu'on imagine que dans le virtuel, la multiplication de ces choses-là, ils ne pensent pas qu'il faut qu'on détruise après. Et ça finit par pourrir de partout. Alors là, justement, tu abordes les banques. Alors c'est intéressant, parce que là aussi, sur la nuance de la faute et de l'erreur. Alors, au niveau de ma banque, un agent de la banque m'a envoyé des fichiers. Alors moi, je lui demandais des documents parce que voilà, le site était indisponible. Donc je lui ai demandé de m'envoyer mes extraits de compte pour que je les fournisse à mon comptable. Truc con, quoi. Voilà, on arrive au moment de la comptabilité. Le site, il est pas accessible. Je fais ouais, sauf que moi, le comptable, il faut qu'il bosse. Sinon, après, je peux pas faire ma TVA et après, c'est les impôts qui vont me tomber dessus. Les joies de l'administration et de la fiscalité. Donc, à un moment donné, je lui demande les éléments, mais et voilà. Là, elle me transmet les informations et les extraits de compte, mais elle m'a envoyé 1 an d'extrait de compte d'une entreprise qui n'est pas la mienne. Là, ce n'est pas une erreur. Là, c'est une faute. Oh là là! Oh là là! Parce que là, il y a violation du secret bancaire. C'est donc très grave là, de ne pas avoir fait cette vérification-là minimum avant d'envoyer l'information, c'est inexcusable. C'est inexcusable. Donc voilà pourquoi, pour elle, ce n'est pas une erreur. C'est que dans le milieu de la banque, de faire fuiter de l'information bancaire, c'est une violation du secret bancaire. Comme pour le médecin, c'est une violation du secret médical. Donc là, on n'est pas dans l'erreur, on est dans la faute. Parce que c'est des activités réglementées, qu'il y a un secret. Et donc, ça veut dire qu'il y a eu violation d'une norme. Ça veut dire qu'elle n'a pas été elle n'a pas pris les précautions nécessaires avant de transmettre l'information. Donc là, en fait, c'est elle qui a bien commis une faute. Et c'est vrai que dans le premier exemple que j'ai donné, c'est des personnes qui étaient en responsabilité et qui, dans le cadre de leur responsabilité, avaient des missions et devaient donc gérer la politique d'accès aux informations ou devaient gérer les contenus des formations pour la sensibilisation des personnels par rapport à l'environnement ou le chef de service par rapport à sa collaboratrice. Voilà, ils commettent des erreurs qui sont des fautes parce qu'ils n'ont pas fait ce qui était attendu d'eux. Ils n'ont pas respecté, en fait, l'état de l'art de leur métier. Parce que leur niveau de responsabilité nécessitait qu'ils prennent les informations nécessaires pour faire le travail correctement.
Donc, à un moment donné, il y a des responsabilités. On a le poste qui va avec, donc avec tout ce qui va bien avec, parce que la secrétaire médicale et je pense que le RSSI n'ont pas la même rémunération. Donc voilà, ça fait partie on a des responsabilités, il y a une contribution, il y a une rétribution pour ces responsabilités, et c'est là qu'on est dans la faute et que derrière on assume la faute et les conséquences. Donc en fait, finalement, ils ont arrêté de s'énerver quand ils ont eu mes quelques éclairages, parce qu'ils ont dit si je m'énerve de trop, ça va attirer l'attention sur nous et la sanction, elle va être pour nous. Voilà. Oui, mais c'est ça, c'est important aussi de cibler. Là, si on parle de la pauvre secrétaire médicale, ça représente aussi d'autres aspects de problèmes humains. Je veux dire, cette personne-là, de façon organisationnelle. Il y a eu une autre faute derrière, parce que quand je leur dis suite à cet incident, comment avez-vous modifié le contenu de formation ou la politique de gestion des accès? Ben non, ils n'ont rien fait. Non, alors là, c'est encore plus grave, parce que si ça se reproduit, la récidive, parce que vous n'avez pas modifié les choses, là, vous êtes mort. Parce que c'est pas, c'est là, la faute qui se répète à un moment donné, ça devient inexcusable. C'est très, très difficile pour avoir rédigé plusieurs rapports d'incidents, dans le contexte dans lequel tout ça se situe, que ce soit technologique ou humain. Il y a toujours une section où on doit spécifier qu'est-ce qui peut être changé ou amélioré à l'organisation pour que ça ne se passe plus, pour qu'on n'ait plus ce genre de situation. Ça peut aller par de la formation supplémentaire, par l'ajout de mesures de sécurité. Tu mentionnais justement qu'elle avait trop d'accès. Réviser les accès, s'assurer que la personne n'a pas de trop d'accès. Fait que c'est là où on enlève la capacité des gens à faire des erreurs aussi. Tu sais, oui, on a le droit à l'erreur, puis il faut la déclarer, mais en même temps, l'organisation est responsable de transformer cette situation d'erreur en situation d'amélioration et justement d'éviter que l'erreur se reproduise, parce que là, une erreur qui se reproduit, tant qu'à moi, ça devient une faute. Là. Donc là aussi, oui. Mais pareil, l'agent, le fameux utilisateur final, celui qu'on dit, de toute façon, en cyber, le problème, il est entre la chaise et l'écran. Oui, avant d'aller accabler entre la chaise et l'écran, vous savez, il y a beaucoup de choses à gérer. Parce que aussi, des fois, on dit, dans quelles conditions faites-vous travailler les personnes? Et l'environnement de travail compte aussi pour beaucoup. À un moment donné, aujourd'hui, on voit que beaucoup d'attaques fonctionnent via les mails. Mais quand on voit certaines personnes dans quelles conditions elles travaillent, avec le téléphone qui fait que de sonner, qu'en même temps il y a des gens qui circulent dans leur bureau et qu'en même temps il faut gérer plusieurs logiciels pour un même sujet parce qu'il n'y a pas d'interopérabilité entre les logiciels. Donc à un moment donné, je fais donc elle doit jongler. Certes, on lui met 2 écrans pour lui faciliter les choses, mais il faut toujours fermer une fenêtre pour en réouvrir une, prendre un élément d'un côté pour pouvoir alimenter de l'autre côté, puisque les logiciels n'étant pas interopérables, c'est à la secrétaire de faire de faire transmettre toutes les informations nécessaires. Donc, c'est de la saisie manuelle, mais de la saisie manuelle dans un contexte où ça circule dans le bureau, où il y a des gens qui peuvent m'interpeller, où il y a le téléphone qui sonne. Là aussi, l'erreur, il faut savoir l'entendre et les gens qui voudraient aller sur du contentieux en disant je vais la sanctionner, la faute ne serait pas reconnue parce que si elle conteste la décision, de toute façon, les tribunaux diront, vu les moyens que vous avez mis à sa disposition, l'erreur était inévitable. Donc, on en revient encore à la responsabilité de l'organisation. Alors, à un moment donné, on balaye devant la porte, on voit et on est peut-être aussi un peu plus ferme sur les logiciels interopérables parce que si il y a plusieurs années en arrière, ça pouvait s'entendre. Aujourd'hui, c'est suffisamment débattu dans le monde des industriels pour dire l'interopérabilité, c'est nécessaire et c'est une question de sécurité et de sûreté des systèmes d'information. Et pour moi, permettre un droit à l'erreur, c'est aussi permettre de casser certains tabous et de pouvoir vraiment aussi avoir des vrais moyens de pression pour faire bouger les choses en matière de conception des solutions numériques. Je trouve ça déplorable
l'industrie en général est comme ça, de mettre la faute sur l'utilisateur, que c'est toujours c'est toujours l'utilisateur final qui est le maillon faible, qui est le problème. Je trouve que cette attitude-là, elle est négative parce qu'elle ne met pas le doigt sur la vraie source du problème. Là, tu parlais entre autres de surcharge cognitive. C'est les stratégies standards des malveillants ou des fraudeurs vont aller en surcharge cognitive justement pour empêcher que le cerveau soit capable d'intercepter un geste qui normalement aurait été intercepté comme étant dangereux. Les pickpockets utilisent cette stratégie-là pour vider les poches des gens. Les magiciens utilisent cette stratégie-là pour justement nous faire croire à des choses qui n'existent pas vraiment. Donc, cette stratégie est utilisée dans un univers, puis on ne la met pas que dans un autre qui est un univers de travail. Les gens sont soumis aux mêmes règles de limites cognitives. On est des humains, on a un espace cognitif limité. Puis, quoi qu'en disent les gens, il y en a qui prétendent en avoir des immenses. Pas tant que ça. C'est assez facile d'aller. Puis quand on utilise cet élément-là, puis là, on parle de la secrétaire, mais les gestionnaires aussi en ont un. Chaque décision consomme cet espace cognitif-là. Donc, épuise cette réserve cognitive-là qu'on a par jour. Donc, à ce moment-là, en fin de journée, c'est plus facile de faire une erreur parce que cet espace cognitif-là est rempli, est déjà utilisé, est épuisé. Fait que faut réfléchir à cette façon-là. Tant qu'on va avoir des humains qui vont opérer les systèmes, faut en tenir compte comment on design, que les couleurs à l'écran, que les éléments indicatifs faciles qui ne demandent pas de réflexion, donc d'effort cognitif, doivent être bâtis dans les systèmes. Puis plus on demande d'efforts cognitifs, donc de demander à la pauvre secrétaire de prendre une décision, on ampute sa capacité à faire son vrai travail qui est exigeant aussi. Il faut le réfléchir comme ça. J'ai eu un cas où il y avait une dame qui, je sais pas quoi, c'était une secrétaire aussi, s'est infectée 13 fois d'affilée. Est-ce que c'était de sa faute? Non, parce que son travail consistait à ouvrir les courriels et ouvrir le contenu des courriels. Donc, la nature même de son travail créait le problème de cybersécurité qu'on avait. Donc, il faut changer la nature de son travail ou faire que son travail ne soit pas exposé à une menace cyber aussi élevée que ça. Là, il faut arrêter. Il ne faut pas blâmer l'utilisateur. Pas l'utilisateur qui est coco. C'est ceux qui ont pensé au système, qui ont mal réfléchi à leurs choses. C'est une question qu'on aborde souvent aussi sur les fichiers corrompus. Et à un moment donné, je dis, mais qui va blâmer un RH d'ouvrir un CV ? Surtout quand il recrute. Donc, à un moment donné, je fais celui qui est à blâmer, c'est celui qui n'a pas isolé en fait cette adresse mail spécifique pour lire les dossiers qui viennent de l'extérieur. Et il faut pas que ce soit sur le serveur de l'entreprise. Comme ça, à la limite, il y a que cette partie-là qui est isolée, qui est à gérer. Et ça n'a pas fait foirer tout mon système d'information de l'entreprise et tout le réseau du service RH qui juste gère la paye. C'est un peu con de mettre en vrac le service qui gère la paye. Bon, mais c'est pour moi des choses qui sont, enfin voilà, on accable nos pauvres secrétaires. Maintenant, je sais pas si toi tu as eu d'autres tours, mais les attaques par mail, en fait, on se rend compte à chaque fois quand on dit ça a déclenché et c'est en fin de journée. Et j'ai dit, oui, mais en fin de journée, si c'est là que je suis moins vigilant quand j'ouvre mes mails, parce que j'ai pas vu des cas d'attaque quand on regarde les retours d'expérience ou les analyses, on me dit, tout est parti à telle heure. Et c'est plutôt tard. Et je fais, oui, mais ceux qui gèrent leur mail le matin, bon, je sais pas si c'est qu'ils sont plus clairvoyants ou peut-être qu'ils sont moins fatigués et peut-être que le clic maladroit ou malencontreux arrive moins facilement. Mais que en fin de journée, je vois beaucoup de pratiques d'entreprise où on me dit, en fin de journée, je gère ma boîte mail parce que c'est moins, j'ai besoin d'être moins concentrée. À l'heure des cyberattaques où elles fonctionnent très bien via les mails, tu as besoin d'être moins concentré. Je suis pas sûre que finalement ce soit la tâche la moins sensible, la gestion de mail. Surtout quand on a un poste qui reçoit beaucoup de messages de l'extérieur. D'autant plus, ça, c'est oui. Puis même les mesures minimales qu'on met en place présentement sont insuffisantes pour aider les gens à prendre une décision éclairée parce qu'ils vont souvent passer par-dessus ces éléments-là parce ils se sentent. On parlait en off justement
un peu l'arrogance que les hommes peuvent avoir à certaines situations. Donc, ils surestiment leur capacité. Et puis là, c'est un exemple très typique de ce genre de choses-là, où là, ils vont surestimer leur capacité à gérer les courriels en fin de journée. Ils surestiment cette façon-là, donc sont plus propices à tomber dans ces pièges-là en fin de journée. Puis en plus qu'ils surestiment leur capacité réelle, là, c'est d'autant plus drôle. Je discutais avec quelqu'un de l'ANSSI et on parlait de cette notion de confiance. Et il me disait que un grand compte avait eu un incident cyber assez important, mais parce qu'il avait travaillé à partir de... En fait, voilà, il travaille avec un sous-traitant. Il dit, le dirigeant de ce grand compte dit, tiens, j'ai besoin de faire un petit site internet pour une action de com et tout. Et il dit, je vais faire travailler un copain. J'ai confiance en mon ami. Sauf qu'il lui a pas mis les mêmes contraintes sécurité qu'il met pour sa propre organisation, pour les applications au sein même de son organisation et pour ses salariés. Et comme c'était quelqu'un de confiance, il a moins contrôlé, il a été moins vigilant et finalement la vulnérabilité, ça a été cette structure qui a travaillé pour lui et qui a développé un site qui n'était pas aussi sécurisé que ce qu'il aurait fallu parce que peut-être aussi qu'ils n'avaient pas conscience qu'il serait la porte d'entrée parce que si eux, ils géraient pas des choses sensibles, vu qu'ils allaient être reliés au système d'information de l'entreprise, ils allaient pouvoir être la porte d'entrée dans l'entreprise parce que eux-mêmes allaient être reconnus comme partenaires de confiance par l'entreprise. Et donc, ils allaient servir de cheval de Troie. Mais ça, c'est quelque chose. Et pourtant, le cheval de Troie, c'est quand même une tactique et une stratégie ancienne que tout le monde connaît. Et on voit que ça marche toujours. Alors, quand on me dit le hacker, je fais non, le hacker, il a utilisé une stratégie qui date des Grecs, les gars. Adaptée à l'ère des nouvelles tech. Mais ça marche toujours. Pourquoi ? Parce que c'était basé sur l'ego, sur la reconnaissance, sur le cadeau, sur la confiance. Quelle naïveté ! Bon, c'est vrai que les Grecs, c'était aussi les hommes qui prenaient les décisions, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on a parté. Pas tous, parce que si on regarde, Sparte était pas tout à fait dans cet esprit-là. Mais cela étant dit, c'est très drôle parce qu'au niveau stratégie tactique, ça a toujours été la même chose. De tous les temps, on utilise les mêmes stratégies. C'est le moyen qui est de l'exécution qui a juste changé. On a des outils différents. C'est sûr que les Grecs anciens, c'était des lances et des flèches. Et maintenant, c'est du cyber, mais on arrive avec la même stratégie, même tactique, avec un moyen qui est adapté à l'époque en laquelle on est. Donc, c'est juste fascinant qu'on oublie ces stratégies-là. Je pense qu'il manque un peu de lecture. Dieu sait qu'on n'évolue pas. En fait, les technologies et les moyens évoluent, mais pas nous. C'est navrant. En quelque sorte, ça veut dire qu'on est comme les Grecs anciens. On n'est pas plus éveillé sur la nature même de l'humain. C'est ça. Ça, c'est un peu triste aussi qu'en temps d'évolution que ça, on n'a pas été capable d'avoir l'humilité d'accepter qui nous sommes. Puis de toute façon, le Moyen-Âge est un exemple d'arrogance de penser qu'on est au centre du monde, au centre de l'univers, au centre de choses. En effet, on est juste un grain de sable sur une planète. Donc, toute cette arrogance-là est tellement inscrite dans l'humain qu'on s'en sort pas. Voilà, et pas avoir conscience de son talon d'Achille, c'est quand même idiot. Et donc voilà, son talon d'Achille, c'était cette petite entreprise dont le dirigeant était un copain. Et donc, en fait, la confiance pour lui était établie parce que son copain aurait pas pu lui nuire. C'est un copain. Ouais, mais le copain aussi va sentir cette confiance-là. Il va être pas négligent au sens direct, mais il va être moins assidu sur la mise des choses parce qu'il pense que la confiance se joue des deux côtés. Fait que les deux se laissent berner par cette relation de confiance-là. En fait, c'est plutôt le problème du prestataire qui ne se renseigne pas sur les normes applicables aux clients. Parce que qu'est-ce que j'en vois des fois des solutions où avec l'agence régionale de santé, on voit avec la responsable SSI de l'agence régionale de santé Pays de la Loire, un jour on avait assisté à une présentation de start-up et en fait nous on était là, ah ouais mais c'est super ce qu'elle présente. Donc on avait 4 projets présentés, mais on dit mais ce qui est dommage, c'est que tout viole le secret médical. Et on dit, c'est beau, c'est beau, mais c'est juste que le médecin qui l'utilise va avoir beaucoup d'ennuis. Donc, à partir du moment où on fait de la santé connectée, on se renseigne sur le code de la santé publique et puis on se renseigne sur les normes spécifiques, donc les normes applicables à tous,
le RGPD, la loi informatique et liberté. On s'informe aussi sur les normes spécifiques à la filière. Voilà. Et en fait, c'est vrai que je vois rarement des prestataires dire quelles sont les normes applicables à votre structure, à votre organisation dans le domaine du numérique. Alors après, pareil, pour avoir été en lien avec le ministère des Armées, parce que c'est des questions qu'on pose en disant « Et chez toi, ça se passe comment ?» Et une chose qui m'avait été dite, c'est de voir que les militaires donnent les références de tous les textes spécifiques militaires pour le prestataire pour qu'il puisse travailler. Mais en même temps, s'appliquent aussi les autres normes en vigueur qui s'appliquent à toute filière confondue. Et en fait, les industriels considéraient que les autres normes ne s'appliquaient pas parce que eux, ils avaient respecté la norme militaire. Mais la norme militaire, on dit non, mais en fait, on ne fait pas des redondances parfois avec des normes qui sont très bien et qui sont du monde civil et qui s'appliquent à nous, mais on va pas les répéter, quoi. Enfin, à un moment donné, messieurs, le code civil, voilà, on va pas le reprendre. Le règlement européen, on va pas le reprendre. Hein. Il est là, il est bien, il est beau. Appliquez-le. Et donc, quand à un moment on leur dit ouais, mais en même temps, il y a des gens qui accèdent à des informations qu'ils ne devraient pas voir, et ils vous disent mais comment ça? Vous avez peut-être respecté toute la réglementation militaire, mais vous n'avez pas respecté l'accès à l'information. Et donc, il y a des personnes qui ont des identités protégées et auxquelles tout le monde ne doit pas accéder. Mais j'arrive pas à comprendre que un commercial ou une structure, une entreprise soit pas en mesure de lire son environnement. C'est-à-dire que quand on offre un service à un tiers, on s'attend à ce que ce tiers-là, qu'on ait une connaissance de sa réalité, de son univers, de ces choses. Donc, c'est vraiment, pour moi, fascinant de voir cette espèce de désinvolture ou à la limite négligence de ces prestataires-là de faire juste n'importe quoi. Penser qu'ils sont dans un univers en vase clos, qui n'existe pas dans l'ensemble. Je suis juste fasciné. Là. C'est-à-dire qu'on a une problématique, c'est que les juristes sont comme nos codes. Ils sont en silo. Sauf que le numérique, il est transversal. Et j'ai travaillé pour une mutuelle en santé et il m'avait demandé un rapport sur la sécurisation des objets connectés de santé. Et j'ai commencé à leur parler de la problématique de l'électronique et de la garantie de bon fonctionnement sur l'électronique, mais qu'en matière de domotique, l'électronique est intégrée dans les murs. Donc, il fallait respecter du droit de la construction et qu'en même temps, dans l'habitat connecté qui prend en compte le vieillissement pour le maintien à domicile des personnes et tout, donc on met en place de la domotique pour la sécurité de la personne, c'est très bien. Je leur dis, le problème, c'est que pour que ce soit propre et que ce soit beau, vous faites des brèches dans le mur et tout est caché pour que ce soit beau. Ils me disent oui. Je dis oui, mais le problème, c'est que la garantie pour le mur, c'est 10 ans. Quand on fait quelque chose et des travaux, parce que c'est du gros œuvre. Donc la garantie, ça veut dire que l'entreprise qui fait la dépose et qui fait ça doit être une entreprise qui a toutes les certifications pour pouvoir faire du gros œuvre et puis vous mettre une garantie décennale pour les travaux qu'ils vont faire. Est-ce que c'est des choses que vous avez prévues dans l'installation pour avoir une installation conforme? Et le problème, c'est que eux, ils s'engagent sur 10 ans, pour que ce soit bien sur 10 ans, mais que ce qu'ils ont mis dans le mur a une garantie de bon fonctionnement de 2 ans, parce que c'est de l'électronique. Donc, est-ce qu'ils ont prévu un boîtier d'accès? Parce que je sais pas. En fait, ça les a tués? Et là, d'un seul coup, ils m'ont dit, bon, attendez, on veut en savoir plus. Mais ils m'ont dit, le coût de la domotique et de tout. Non, mais moi, vous m'avez expliqué vos activités de mutuelle. Donc, moi, je me suis adaptée à vous et j'ai regardé tout ce qui pouvait engager votre responsabilité et je vous ai fait un panorama de la gestion du risque. Et en fait, ils m'ont dit, mais vous nous avez fait une approche que nos services juridiques nous ont jamais dite. Je dis, oui, en même temps, est-ce que vous avez recruté un juriste en droit de la construction? Ils me disent non. J'ai fait, maintenant, est-ce que vous avez recruté des juristes qui sortent les doigts des fesses et qui vont chercher l'information dont vous avez besoin? Ça, c'est autre chose. Oui, mais c'est là, mais c'est un cas. En tout cas, j'ai éclaté de rire quand tu relatais ça, parce que c'est effectivement tout le contexte. Puis c'est un des problèmes en cyber. On est dans un univers de contexte
contexte fait foi de tout en cyber. On peut pas prendre rien de façon unitaire, ou atomique. On peut pas. C'est tout petit. C'est toujours, on peut pas faire ça. Il faut prendre le paysage, la complexité, l'environnement, tout ça. Puis c'est là où on prend des bonnes décisions, plus rentables parce qu'on dépense moins d'argent pour rien. Mais aussi, on est cohérent. On ne place pas quelque chose que 2 ans de garantie dans un mur qui en a 10 ans de garantie. En fond, qu'on va devoir recasser au bout de 2 ans, justement, puis de réallonger toutes les choses. Ça juste, c'est un non-sens, mais c'est tellement drôle. Mais c'est tellement vrai. Et en fait, c'est là où pour moi, ça revient de la faute du décideur que de ne pas en tenir compte. Parce que lui, en fait, nul n'est censé ignorer la loi. Et à un moment donné, on dit, avant de décider, il faut aller chercher les informations surtout, en fait, sur toute la transversalité que nécessite le numérique. Et il n'y a pas, je fais, voilà, vous avez eu une vision technique quand vous avez vu cette belle solution, mais de la même manière que la personne qui va vous vendre un boîtier connecté va vous dire, ah non, mais je ne l'ai pas sécurisé parce que ça dit juste jour-nuit. Oui, mais ça me dit aussi quelles sont les habitudes du logement. Donc, en fait, je sais quand cambrioler pour être sûr de blesser personne. Donc, je viens de créer un cambrioleur éthique qui n'ira jamais en prison parce qu'il ne va en prison que s'il blesse un individu. Parce que tant qu'il n'y a que de l'atteinte au bien, il n'ira jamais en prison. Et donc, le mec, il dit, bah, moi, je vais cambrioler que les maisons vides. Et merci la domotique et les interrupteurs connectés non sécurisés qui me disent, parce qu'en plus derrière, il y a une super appli pour les commerciaux qui disent comment optimiser sa tournée en fonction des points qu'on veut visiter. Mais en plus, le gars, il sait qu'il va pouvoir louer un véhicule et puis il va optimiser sa tournée. Il dit, bon allez, je vais louer un 9 mètres cubes. Quel est le trajet que je vais prendre ? Et qu'est-ce qu'il en affiche de déclencher les alarmes? Mais là aussi, quand je commence à aborder ces sujets-là, ils me disent, mais on s'en fout. Oui, mais alors juste, là, vous rigolez parce que je vous aborde la domotique, l'interrupteur et tout, mais dites-vous bien que c'est la même chose pour les alarmes des fenêtres. Et il y en a un, ça l'a moins fait rire, c'est quand ils se sont rendus compte que une maison d'une personne qui possédait des œuvres d'art, non seulement elle possédait des œuvres d'art, mais elle avait aussi un ascenseur pour monter les voitures du garage. Donc voilà, ça veut dire qu'il y a quand même certains moyens. Et donc forcément, cette personne, quand elle demande la sécurisation de ses fenêtres, elle veut que les alarmes soient elles-mêmes sécurisées, quoi. Et qu'un hacker vienne pas faire mimuse pour pouvoir rentrer chez lui et dépouiller la maison des jolis tableaux. Bon, maintenant, l'entreprise qui a utilisé le système d'alarme pas trop performant et qui n'a pas pris en compte ces problèmes de domotique et de droit de la construction et tout qui était associé à l'électronique et ou en fait quelqu'un qui connaît en fait et qui dit comme ils n'ont pas communiqué entre eux et que ceux qui gèrent la partie électronique ne parlent pas avec la partie gros œuvre parce que c'est pas les mêmes filières. Parce que c'est la filière BTP d'un côté et la filière électronique de l'autre. Donc, comme ils se parlent pas, je vais jouer là-dessus. Et bien sûr, il trouve la faille. Et après, il fait son business. Mais là, est-ce que ce sont des erreurs humaines ou est-ce que c'est des fautes des dirigeants? Pour moi, c'est des fautes de dirigeants. Parce qu'en fait, ils n'ont pas tenu compte du contexte, comme tu dis, de leur activité. Et surtout que finalement, le numérique fait qu'on est tous interdépendants. Et on peut plus penser seul. À un moment donné, il faut vraiment que les filières se croisent et puis échangent entre elles. On peut pas dire, moi voilà, je fais que la filière santé et je fais que de la santé. Non, parce qu'à un moment donné, tu vas faire du BTP parce que il va y avoir du logement. Du logement qui va être adapté, qui va suivre la personne tout au long de son vieillissement pour la maintenir à domicile, en sécurité. Et notre société a besoin de cette évolution-là du logement. Mais pas à n'importe quel prix, pas n'importe comment. Comme quand on me lance le matelas connecté qui nous permet de savoir si le cœur bat plus vite ou moins vite. Oui, mais ça ne dit pas que le cœur bat plus vite ou moins vite. À un moment donné, tu peux en déduire d'autres choses. Et nos parents ont droit à leur vie privée. Je suis désolée. Je suis née dans une rose. C'est pas la cigogne qui est venue déposer sur le pas de la porte? Si, voilà, tu vois, non, moi c'était une rose. Mais voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les fausses bonnes idées d'ingénieurs, mais remettez-les dans le contexte.
Puis pareil, s'il n'y a pas le secours à côté, que la personne, le cœur ne batte plus, si la personne qui va pouvoir faire le massage cardiaque n'est pas à proximité, ça sert à rien. Au bout d'un quart d'heure, la personne, elle est morte. Ouais, il y a plein d'idées inachevées. Mais malheureusement, les idées inachevées atteignent le marché et les gens sont malheureusement fous d'idées inachevées et en achètent en masse. Ben oui, mais ça, c'est le côté gadget qui nous plaît. Mais on voit, le côté gadget nous séduit, toutes ces choses un peu conçues et pas pensées dans leur globalité. Et puis finalement, on voit que le cheval de Troie fonctionne toujours. Donc on dit, bon, bah finalement, les gars, les choses les plus basiques fonctionnent toujours. Et pourquoi aller s'enquiquiner, quoi? Oui, on va conclure là-dessus. Là, on a fait un très grand tour de ce sujet-là, qu'on a sûrement un retour l'occasion d'en reparler de nouveau. Merci énormément. Moi, je suis encore jaloux du superbe paysage que je vois en arrière de toi. Si tu me le permets, je vais prendre une capture de ça et je vais la rediffuser pour partager la jalousie. Oui, et, que voilà. et que ça ne c'est pas un fond d'écran et que c'est vrai, on entend même les oiseaux. C'est merveilleux. Ouais, alors dans ce cas, je me décale pour que tu vois bien le beau paysage. Et puis, à la limite, regarde, tu me dis comment tu veux. C'est magnifique. C'est beau, la Savoie. Oui, j'y suis jamais allé. Ça va falloir que je mette ça sur ma route. On a de la neige, mais moins que vous. Et moins longtemps. Ah oui, ben ça, c'est sûr. Puis nous, on a des flaques d'eau par rapport à vos lacs, ça, c'est sûr aussi. Oui, aussi. Mais c'est ça. Chaque région a son charme. Sur ça, je te souhaite une excellente fin de journée, bon week-end également. On est un vendredi et on se voit en vrai dans environ une semaine. J'ai très hâte. Et on va peut-être avoir l'occasion d'enregistrer un live cette fois-là, dans lequel on va être dans la même zone. Exactement. Bonne fin de journée.